Imaginez avoir payé plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour qu'une équipe de marketeurs professionnels s'occupe de faire votre funnel de vente pour vendre votre formation et que le résultat final soit absolument catastrophique. C'est ce qui est arrivé à Dan Bilzerian et aujourd'hui, on va voir pourquoi le funnel est catastrophique, pourquoi il n'y a aucun bon sens marketing ou copywriting et comment on aurait pu faire pour que le résultat soit bien meilleur et aller au grand minimum tripler, voire même peut-être quintupler ou décupler les résultats et donc l'argent généré par le funnel. Donc, on va d'abord commencer par jeter un œil rapidement au funnel en question. Donc, on a un funnel qui se décompose en 3 étapes assez classiques. Donc, on a d'abord une vidéo qui est donc une sorte de VSL sous forme d'interview qui est hostée sur Vidalytics. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vidalytics, c'est une des meilleures plateformes pour hoster vos vidéos en infoproduits qui vous permet un petit peu de traquer de manière très très efficace jusqu'à quel moment de la vidéo les gens regardent et d'avoir des statistiques beaucoup plus précises que si vous vous contentez d'utiliser par exemple Vimeo ou YouTube pour hoster vos vidéos. C'est un petit peu l'équivalent d'une sorte de Hotjar vidéo que vous pouvez avoir et qui donc vous permet de traquer et d'analyser la data ensuite. Également, vous avez d'autres petites fonctionnalités qui sont assez sympas, comme par exemple faire afficher des pop-ups si la personne met en pause la vidéo ou veut quitter la page. Et également d'avoir cette barre ici qui est factice et qui en fait va s'écouler plus vite au début et ensuite ralentir. Donc elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment liée à la durée de la vidéo. Et donc ça vous permet de retenir plus facilement l'attention au début et d'éviter un petit peu l'effet de voir que la vidéo est très très longue et du coup d'avoir la personne qui n'a pas envie de passer 20, 30, 40 minutes devant votre vidéo. Mais au début, en fait, vous allez voir, je vais actualiser la page. Voilà, et puis ça vous demande si vous voulez reprendre là où vous en étiez ou recommencer depuis le début. Donc on va recommencer depuis le début. Et là, vous voyez que tout simplement, la barre au début avance très très vite. Et on dirait que la vidéo dure 1 ou 2 minutes. Et en fait, en réalité, elle dure une quinzaine de minutes. Mais ça permet du coup d'éviter ce côté où du coup au début les gens n'ont pas envie de regarder la vidéo parce que vu qu'ils ont l'impression qu'elle est très rapide, bah, du coup ils peuvent se mettre dessus, se mettre en plein écran, etc., commencer à regarder. Et ensuite on voit plus le truc et puis en fait la vidéo dure 15 minutes. Voilà, donc Vidalytics, très très pratique. Très très utile, que je vous recommande d'ailleurs d'utiliser si jamais vous avez besoin pour des VSL, etc. Ensuite, donc ça, c'est la première vidéo qui dure une quinzaine de minutes, qui vous présente un petit peu le contexte, c'est un petit peu le pitch, le côté copywriting, etc. Ensuite, la deuxième partie, c'est un peu la partie closing / introduction de l'offre, value stacking, etc. Où on vous présente vraiment concrètement ce que vous allez avoir quand vous achetez la méthode. Donc ça, c'est un petit peu comme une VSL qui est découpée en 2 parties, en fait, où ça, c'est la deuxième partie closing. Et ensuite, vous avez la troisième partie qui est tout simplement la partie cart page, où vous avez d'abord une étape pour remplir vos informations, rentrer votre email, etc. Et ensuite, vous pouvez acheter la formation, donc qui coûte 2 000 $, qui a été annoncé dans la deuxième partie closing, value stacking, etc. Qui vous ramène donc vers cette partie checkout page avec les témoignages, etc. Donc voilà, funnel très classique jusque-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Alors on va tout simplement télécharger la vidéo, ce sera plus simple parce que là, vu que la barre est factice, on ne peut pas avancer ou quoi, donc ce sera plus simple. Voilà. Alors, on va tout simplement lancer la vidéo, on va regarder le début et ensuite on va commenter un petit peu le funnel. There's nothing else on the planet more powerful in fucking initial dating than that concept. There's 7 different things that you can do to trigger a woman to chase you, and they have nothing to do with money. It has nothing to do with being good looking or any of these things that guys think that they need. They think like, I have to have this, and they don't. If you know the tweaks, it's actually a lot easier than guys think. They call him the king of Instagram, Dan Bilzerian. Stan Bilzerian. I salute you, sir. Hi, Dan. Nice to meet you in person. You have an image, so I have some questions. Okay. You've had the parties, the girls, the cars, the fame. Where are you at today? I'm just at a place where I want to do things that make me happy. I don't get that much enjoyment out of buying a Ferrari or fuck. Ok. Alors, donc, déjà, quand on regarde le funnel, on a déjà 3 erreurs qui sautent aux yeux. La première erreur, c'est tout simplement le pricing. Ce qu'ils ont dû vouloir faire là à tous les coups, c'est de se dire bon, bah, Dan Bilzerian, il a une grosse audience, du coup, on va milquer au maximum en mettant un prix hyper cher. Mais évidemment, le raisonnement ne marche pas comme ça. Quand vous cherchez à trouver le pricing parfait, vous cherchez le prix théorique auquel vous allez pouvoir optimiser l'équation du prix multiplié par le nombre d'acheteurs. Vous ne cherchez pas juste à optimiser le prix ou juste à optimiser le nombre d'acheteurs, sinon vous êtes sous-optimal. Et là, très clairement, un pricing à 2 000 $, dans ce cas-là, c'est absolument n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour 2 raisons. Déjà, dans le domaine de la séduction, des coachs en séduction, etc., de tout le domaine de ce qui s'appelle PUA,
en marketing, copywriting et business en ligne, c'est-à-dire PUA, c'est Pick-up Artist. Donc dans le domaine des Pick-up Artists, des produits high ticket comme ça, à 2000 $ et compagnie, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, à l'époque de l'âge d'or des coachs en séduction, c'était quelque chose d'assez rare. C'est pas quelque chose qu'on voyait souvent. Il y avait Neil Strauss qui avait proposé une formation comme ça, un package high ticket qui était à même plus de 3000 $, il me semble. D'ailleurs, c'était Frank Kern qui avait fait la page de vente à l'époque. Mais voilà, on était sur quelque chose d'exceptionnel. En plus, il y avait du présentiel, si je dis pas de bêtises, dedans. C'était quelque chose, on était avant 2010. Et en plus, on était sur Neil Strauss, qui était considéré vraiment comme la référence absolue du monde du coaching en séduction, etc. Donc, il avait une audience qui était beaucoup plus chaude, avec une relation beaucoup plus développée avec lui que n'a pas Dan Bilzerian. On n'est pas du tout sur le même type de relation. On n'est pas sur la relation d'un coach en séduction qui publie du contenu dans ce domaine-là depuis des mois, des années, qui est suivi avec ferveur par les gens qui le suivent, qui viennent s'informer, se former auprès de ce coach-là et qui du coup lui prêtent un petit peu cette relation de maître à élève. On n'est pas du tout dans ce cas-là avec Dan Bilzerian. On n'est pas dans une relation de maître à élève. On est dans une relation d'un mec qui publie des stories et où de temps en temps la personne qui le suit va tomber sur ses stories et se dire « Oh le bâtard, il se met bien », mais ça s'arrête à peu près là. C'est-à-dire que on n'est pas du tout sur on est sur une relation qui est très shallow, qui est très superficielle. On n'a pas du tout ce rapport de confiance qu'un Neil Strauss ou qu'un coach en séduction peut avoir avec son audience. Et malgré ça, même à l'époque, alors qu'on était dans un contexte beaucoup plus favorable, où c'était l'âge d'or du coaching en séduction, on était sur des gens avec une relation bien plus développée avec leur audience, des produits à étiquette, c'était quand même relativement rare, même à l'époque. Et toutes les offres qu'on cartonnait en infoproduits dans le domaine de la séduction ces dernières années, c'est quasiment toutes des offres en low ticket qui sont grosso modo entre 50 et 100 $. On aura l'occasion de regarder The Scrambler tout à l'heure de Bobby Rio, mais c'est pas le seul. La plupart des offres comme ça qu'on cartonné, qui ont vraiment fait des millions sur le marché américain et international ces dernières années, c'est encore une fois toutes des offres en low ticket. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de high ticket. Hein. Ce n'est pas parce que le marché fait majoritairement du low ticket que faire du high ticket, ce n'est pas bien. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a une manière de le faire, il y a une manière de l'amener, il y a une manière de creuser la relation, de vendre le high ticket. Et là, clairement, ce n'était pas un choix qui était judicieux dans ce contexte-là. Vraiment pas judicieux du tout. Il aurait fallu soit faire une offre en medium ticket, peut-être entre 100 et 500 $, après trouver le pricing exact. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait tester et qu'on ne peut pas savoir comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que 2000 $, c'était beaucoup trop élevé. Ou peut-être faire une offre subscription-based, un petit peu comme Hustler University, par exemple, de Andrew Tate. Quelque chose à, par exemple, 50 $ par mois, qui aurait été beaucoup plus judicieux. Bon, après, pour faire quelque chose à 50 $ par mois, encore faut-il que l'offre derrière soit de qualité pour garder les gens un petit peu abonnés et que le churn rate ne soit pas trop bas. Mais dans l'idée, si on veut vraiment optimiser le pricing en partant du principe qu'on a une bonne formation, là, dans ce cas-là, pour une communauté comme celle de Bilzerian et le rapport qu'il a avec sa communauté, un pricing plus bas aurait été beaucoup plus judicieux. La deuxième erreur, c'est tout simplement une erreur de structure. Alors là, du coup, on part du principe qu'on a choisi un pricing à étiquette. Hein, maintenant, entre guillemets, le mal est fait. Ça y est, on a choisi 2000 balles. Bon, dans ce contexte-là, il y a une deuxième erreur, du coup, qui est une erreur de structure. À savoir que vendre une formation à étiquette comme ça, sans avoir ni de closing, ni de deadline, c'est du suicide. Quand vous faites une offre à étiquette, vous êtes obligé d'avoir soit du closing, donc des gens qui vont prendre les gens au téléphone pour les closer, pour les pousser à acheter, soit d'avoir une deadline. Donc, quand on parle d'une deadline, ça va être soit un événement en live, soit une ouverture de porte. Donc, une ouverture de porte, c'est-à-dire, par exemple, voilà, la formation, elle est ouverte, vous pouvez la rejoindre que pendant une semaine, par exemple, et après, les portes ferment et on ne sait pas quand ça va réouvrir, ou ça réouvre dans 6 mois, ou blablabla, bon, peu importe, mais il va falloir une deadline, il va falloir quelque chose qui va pousser les gens à acheter ce truc-là, parce que quand on est sur une formation à étiquette, il y a un moment, il va y avoir tellement de friction, tellement de résistance pour que les gens achètent un produit à étiquette, que même si votre copywriting est très bon, même si votre offre est parfaite, même si les gens ont besoin de votre offre, il va falloir quelque chose pour closer la vente. Il va falloir cette dernière impulsion qui va vous permettre de closer le deal et de closer la vente. Donc, essayez de faire du high ticket sans avoir soit des closers qui vont prendre la personne au téléphone, motiver la personne, la suivre, la pousser à l'action, etc. Ou alors ne pas avoir de deadline, c'est-à-dire un live, un truc qui se finit, une ouverture de porte qui va fermer ses portes, etc. C'est vraiment littéralement du suicide. C'est-à-dire que vous êtes sûr que même si c'est très bien, vous allez louper 80% de vos ventes. Donc là, c'est pas possible. Faire du high ticket avec juste un bon de commande après une VSL en evergreen, c'est absolument impossible. Et la troisième erreur, qui est la pire de toutes, et donc on va la mettre en rouge pour bien la distinguer.
Voilà, la troisième erreur qui est absolument pire que tout, c'est qu'il y a une erreur d'objection qui n'est pas répondue du tout. Il y a une erreur d'objection énorme, à savoir que Dan Bilzerian n'a pas la crédibilité d'un coach en séduction. C'est-à-dire que il y a une erreur fondamentale, mais qui est une erreur de bon sens. J'ai même pas envie d'appeler ça une erreur de copywriting, une erreur de marketing. C'est vraiment juste une histoire de bon sens. N'importe qui, avec un peu de bon sens, se rend compte de ça. C'est l'objection majeure, c'est le truc que tout le monde va se dire, c'est de se dire, mais en fait, Dan Bilzerian qui veut m'apprendre la séduction, ça ne marche pas. Tout le monde a l'idée que Dan Bilzerian est certes entouré de meufs, mais la raison pour laquelle il est entouré de meufs, c'est pas parce qu'il est super bon en séduction, qu'il est hyper doué avec les mots, qu'il sait qu'il est drôle, qu'il a une personnalité qui lui permet d'attirer les meufs. Personne ne s'est jamais dit « Ah, si seulement j'avais la capacité de parler aux meufs, la capacité d'aborder les filles de Dan Bilzerian ». Personne ne s'est jamais dit ça. À l'inverse de certains coachs en séduction, etc., que les gens peuvent voir aller aborder dans la rue et dire « J'aimerais avoir sa confiance, j'aimerais avoir sa capacité à parler, à avoir sa capacité d'improvisation, etc., sa capacité de rebondissement, sa rhétorique. » Personne ne s'est jamais dit ça sur Dan Bilzerian. Donc déjà, de base, si l'idée préconçue de tout le monde et du prospect cible, c'est de se dire « Ouais, ok, lui, il chope des meufs tout simplement parce qu'il a de l'argent, il est connu, il va à la salle, etc., il a un lifestyle, machin », c'est évidemment quelque chose qui n'est pas réplicable pour le prospect. Donc, il va falloir adresser ça. Et le problème, c'est que cette objection n'est adressée à absolument aucun moment dans le copywriting et dans la structure de l'argumentaire. Alors bien sûr, ils disent au début, ils reprennent une structure absolument classique, qui est une structure qu'on voit dans quasiment 100% des argumentaires de séduction, de copywriting, etc., qui est de dire, voilà, vous n'avez pas besoin d'être beau, vous n'avez pas besoin d'être grand, vous n'avez pas besoin d'être riche, etc. Donc, il va le dire, il va le mentionner, ça va même être marqué sur la page. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de le dire, il va falloir le démontrer, il va falloir le prouver. Quand les gens sont à ce point convaincus que non, il chope des meufs parce qu'il est riche, parce qu'il est connu, etc., il suffit pas juste de dire non, mais vous inquiétez pas, ma méthode, elle marche si vous n'avez pas d'argent, etc. Il va falloir le démontrer. Là, ça fait un petit peu l'effet d'un oiseau qui vous dirait bon, je vais vous apprendre à voler et vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir de plumes, vous n'avez pas besoin d'avoir d'ailes. Ouais, va falloir le démontrer quand même. Va falloir le démontrer parce que jusqu'à preuve du contraire, je vais quand même partir du principe que si tu peux voler, c'est probablement parce que tu es un oiseau et que tu as des ailes. C'est un peu ça. Les gens ne sont pas complètement cons non plus. Il y a un moment, il va falloir leur démontrer que si jamais il y a une idée préconçue, il va falloir changer cette idée-là. Il va falloir démontrer que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas du tout fait. On peut revenir sur la vidéo. Vous voyez qu'au début, on a ce côté où il va amener la crédibilité. On voit le passage où il est chez Larry King, il est chez Joe Rogan, il est chez Logan Paul. Et en fait, à aucun moment, on adresse ce truc-là. Là, ça parle de lui, ça lui pose une question sur sa vie, ça montre qu'il est riche, etc. En fait, il fait tout l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu, au contraire, au lieu de le mettre en avant en disant « Regardez à quel point il est exceptionnel. Regardez, je suis Dan Bilzerian. Regardez à quel point je suis génial, à quel point je suis riche, je suis invité partout, je suis une superstar, etc. » Il aurait fallu faire l'inverse. Au lieu de mettre des témoignages limite de chez Larry King, Joe Rogan et tout, en plus là, ça s'adresse majoritairement à des gens qui le connaissent déjà, à des gens de sa communauté, à des gens qui savent qui c'est depuis des années. Donc il n'y a pas besoin de réaffirmer la crédibilité. Là, le problème, c'est pas de dire « Regardez, ce mec-là, il est connu, il est legit. » On le sait, ça. On le sait. Quand vous présentez un acteur hollywoodien, vous présentez Brad Pitt, vous présentez je sais pas qui, DiCaprio ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de dire regardez, ce mec-là est un super acteur, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. C'est pas ça le problème. Là, ce qu'il faut démontrer, c'est pas sa crédibilité en tant que star des réseaux sociaux, c'est sa crédibilité en tant que coach en séduction, sa capacité à vous apprendre à vraiment des techniques pour aller parler aux meufs, etc. C'est cette crédibilité-là qu'on veut démontrer. C'est pas la crédibilité de regarder, ce mec-là est super connu, tout le monde le sait. Donc, à la place des témoignages chez Larry King, Joe Rogan, etc., ce qu'il aurait fallu montrer, c'est plutôt des témoignages, et d'ailleurs, il en a, parce que vous pouvez le voir sur la checkout page, etc., des témoignages de mecs qui vont dire tout simplement des petits extraits de mecs normaux, comme le prospect cible, qui vont dire tout simplement « J'étais un petit peu sceptique au début parce que c'est vrai que Dan Bilzerian, bon, je partais quand même du principe que a priori,
voilà, si j'avais pas son argent, et cetera, j'allais pas être capable de pouvoir faire, comme lui ou d'aller parler aux meufs, et cetera. Et en fait, je me suis trompé. Je dois admettre que putain, en fait, Dan Bilzerian, il s'y connaît beaucoup plus que ce que je pensais en séduction. Il connaît beaucoup mieux l'esprit féminin ou blablabla ou je sais pas quelle connerie, peu importe. Après ça, voilà, on met par exemple 2-3 témoignages de mecs qui disent des trucs comme ça et tout de suite, dès le début, on a un peu ce truc-là où le prospect cible regarde la vidéo. Évidemment, il doute parce qu'il se dit bah non, ça va pas marcher pour moi parce que justement, je suis pas Dan Bilzerian. Et en fait, il voit 3 mecs lambda, comme lui, qui disent justement exactement la peur qu'il avait et il montre à quel point cette peur-là n'était pas fondée. Donc déjà, on a 3 témoignages qui viennent prendre un petit peu de contre-pied l'objection majeure, à savoir, oui, non, mais Dan Bilzerian, ok, je peux pas faire comme lui, justement parce que c'est Dan Bilzerian. Donc, entre guillemets, il a rien à m'apprendre. Il n'y a pas de savoir qu'il peut me transmettre. Mais on vient déjà contrer cette objection-là avec, par exemple, 3 témoignages au début. Et ensuite, au lieu de partir sur un narratif comme ça, voilà, donc Where I want to do things that make me happy. où on a l'espèce de fausse interview là où la meuf lui demande alors vous en êtes où dans votre vie aujourd'hui et lui il commence à parler à dire voilà je veux faire des trucs qui me rendent heureux etc et puis après il dit comme quoi en fait ouais de vivre comme un millionnaire ça le fait plus kiffer maintenant il a envie d'aider les gens etc. Au lieu de partir là-dessus il aurait fallu prendre le contre-pied justement de ce que tout le monde pense. Il aurait fallu baser justement la structure autour de cette objection. Quand vous avez une objection qui prend autant de place, il faut l'attaquer frontalement, il faut la marteler, il faut s'assurer que vous allez convaincre les gens que, en fait, non, l'objection est infondée. Mais ça, il faut le démontrer. Donc là, il aurait fallu baser toute la structure là-dessus. Il aurait fallu démontrer pourquoi l'objection est fausse. Il aurait fallu commencer peut-être par quelque chose du style, voilà, Dan Bilzerian qui dit « Je suis connu pour être entouré de meufs sur Instagram et les gens pensent que c'est parce que je suis connu qu'il y a plein de meufs qui sont autour de moi. » Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est l'inverse. J'ai commencé à choper des meufs bien avant d'être riche, bien avant d'être connu. Déjà à l'époque, quand je vivais dans un appartement miteux, j'avais pas d'argent, blablabla, peu importe, je connais pas son histoire, mais vous avez l'idée. Bien avant d'être riche, bien avant d'être connu, j'étais déjà complètement entouré de meufs, j'étais déjà dans l'abondance, nani nana. Et c'est grâce à ça que je suis devenu connu. C'est parce que j'étais capable de m'entourer de meufs tout le temps que j'ai été capable d'avoir ce lifestyle et c'est comme ça que je suis devenu connu. Donc on peut très bien avoir ce truc-là. En fait, c'est l'inverse de ce que les gens pensent. Je suis devenu connu parce que j'étais capable de choper des meufs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'étais capable de choper des meufs avant d'avoir de l'argent, avant d'être connu, avant d'être musclé, avant d'être peu importe ceci, cela. Je vais vous montrer comment moi, qui avant était un loser, qui n'arrivait pas à choper des meufs, qui nani nana, et ben je suis devenu le king of Instagram parce que j'étais entouré de meufs tout le temps, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de structure qui aurait pu être dit. Et en fait, peu importe comment on amène la structure, mais le point important, c'est de commencer absolument le dialogue, commencer absolument la VSL par montrer que non, le fait que Dan Bilzerian soit entouré de meufs, ce n'est pas grâce à son argent, ce n'est pas grâce au fait qu'il soit connu. Il faut absolument démontrer ça. Donc vraiment, vraiment 2 choses simples. On base la structure autour de ça, on remplace les témoignages de Larry King, Logan Paul, Joe Rogan, qui sont pas nécessaires ici, par des témoignages de mecs random. Au lieu de donner la crédibilité vers le haut, on donne la crédibilité vers le bas, parce que ici c'est ça le problème. Le problème, c'est pas que le mec est pas assez connu, le problème, c'est que le mec est pas assez proche de son prospect cible. Surtout qu'en plus, l'avatar client est très mal défini de A à Z, parce qu'on se dit un produit à 2000 balles, on a envie de dire que ça s'adresse à une espèce d'élite, mais en même temps, de la manière dont il parle dans la vidéo, il essaie de s'adresser un peu à tout le monde, il essaie de s'adresser à ceux qui n'ont pas de thunes et ceux qui ont de la thune, et à un moment, il parle de voilà, ceux qui sont dans un 9-5 ou ceux qui vivent à Dubaï, on va pas leur donner les mêmes conseils et tout. Enfin, ça s'adresse à tout le monde, donc de toute façon, ça c'est la base du marketing, hein, c'est que si vous vous adressez à tout le monde, en fait, vous parlez à personne. Donc voilà, il y a tellement d'erreurs de bon sens ici, ça c'est vraiment une erreur, mais qui est impardonnable. Là, c'est littéralement une erreur qui est rédhibitoire, qui est éliminatoire et qui est inacceptable pour n'importe quel copywriter. C'est-à-dire que même pour un copywriter débutant, ça c'est une erreur qui est absolument inacceptable. Alors pour une équipe de copywriters professionnels, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Bon, on va continuer de regarder la suite. I don't get that much enjoyment out of buying a Ferrari or fucking, buying $1 million watch. When I help people out, that's one of the few times that I'm just like, I don't know, I feel good. Bon, également, j'ai oublié de préciser, mais bien sûr, I don't get that pareil, much. hein, ce They truc-là call him de... the You've had the parties, the girls, the cars, the fame. Where are you at today? I'm just at a Qu'est-ce que c'est mauvais, mais qu'est-ce que c'est mauvais comme manière d'introduire le truc. Les gens viennent parce que la promesse c'est, regarde, je vais te montrer 7 méthodes qui permettent de faire en sorte qu'une fille te court après. Je vais te montrer comment, en fait, tu peux faire en sorte de passer de mec qui n'arrive pas à choper des meufs à un mec après qui les meufs courent, etc. Donc les gens ne sont pas là pour écouter Dan Bilzerian parler de sa vie. Ils sont là parce qu'ils veulent ce que, entre guillemets, Dan Bilzerian a à leur offrir qui peut les rendre meilleurs
dans leur capacité de séduire. Donc, ils sont pas venus là pour l'écouter parler. Donc, commencez l'interaction par alors Dan Design, vous en êtes où dans votre vie aujourd'hui? Oh ben moi, vous savez, alors j'en suis là, 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 mais tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout. Personne n'a rien à faire. Je veux dire, ça encore une fois, c'est la base, quoi. C'est le WIIFM, là, What's in it for me. Faut commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Personne n'est venu là pour l'écouter parler de lui. Place where I want to do things that make me happy. I don't get Ça, c'est vraiment c'est mauvais de A à Z. that much enjoyment out of buying a Ferrari or fucking, buying $1 million watch. When I help people out, that's one of the few times that I'm just like, I don't know, I feel good, I'm stoked. But I also just feel like there's a big problem. There's like this whole like attack on masculinity, just fucking bad. It's like bad for dating, it's bad for women. Okay, so what do you think are the main problems that guys face today? They have the wrong approach, they have bad information, and because of this, they're getting bad results. Bad results breeds a lack of confidence. It starts just like perpetuating the problem. As a woman, you could fall down on the fucking driveway, go into your fucking car and meet your fucking dream guy because he stops and thinks you're hot and he makes it happen. As a guy, a hot girl's just not gonna fucking barge into his basement and say, hey, I'm here. Like, no, that motherfucker has to like go out and like be proactive. Bon, c'est banal. Là, c'est pareil. Là, bah, voilà, ça fait 1 minute 30 que la vidéo a commencé. Là, ça doit faire quoi? 30, 40, 50 secondes là qui parle après l'intro. Ça commence avec un truc sur son lifestyle dont tout le monde se fout, et ensuite une banalité que tout le monde sait déjà. Ouais, quand vous êtes une fille, en fait, vous avez rien à faire parce que les mecs viennent à vous, mais quand vous êtes un mec, vous devez y aller. Mais tout le monde le sait. C'est pas ça. Enfin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, ce qu'il est en train de dire, ça ne creuse pas le pain point, ça n'attise pas les désirs du prospect. Il parle dans le vent. Ça ne sert à rien. Not only does he have to meet a woman, he has to make himself attractive. Et bien sûr, quand ça sert à rien, en fait, c'est mauvais. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste neutre, c'est mauvais. C'est-à-dire que si vous parlez pour rien dire, vous perdez du temps d'attention disponible. Vous perdez du temps où vous auriez pu creuser dans votre argumentaire. Là, vous êtes en train d'utiliser du temps d'attention qui est limité pour dire quelque chose qui sert à rien. Donc, en fait, vous êtes en train de perdre des ventes. Sounds like a lot of work, but if you know the tweaks and the things that you can do, it's actually a lot easier than guys think. Let's say I'm the average guy. I'm not Voilà, donc c'est pareil, hein, la structure copywriting qui est utilisée ici, c'est une structure très très classique qui est la structure de dire, donc c'était ce qui est annoncé au début de la vidéo ici. There's 7 different things that you can do. Voilà, donc c'est ce truc-là, hein, ce fameux, voilà, il y a X méthodes ou techniques que vous pouvez utiliser, il y a 3 SMS secrets que vous pouvez faire, 5 phrases que vous pouvez utiliser, 5 phrases d'approche. C'est cette idée de, voilà, il y a un ensemble d'actions ou de techniques que vous pouvez utiliser dans un ordre précis pour atteindre votre but. C'est un petit peu, c'est un truc qui est très très utilisé en copywriting, particulièrement dans le monde de la séduction, mais pas que. C'est ce que moi j'appelle le framework du crochetage de serrure, c'est-à-dire cette idée-là qu'il existe un ensemble d'actions précises que vous pouvez faire pour atteindre votre but, un petit peu pour crocheter la serrure, pour ouvrir la porte, un petit peu presque magiquement, presque comme un code que vous pouvez faire sur GTA, où voilà, si vous avez le bon enchaînement, magiquement, il y a un hélicoptère qui va apparaître devant vous. C'est un petit peu cette idée-là, de voilà, vous n'avez pas la technique, mais en fait, c'est parce que vous ne connaissez pas cette formule magique, vous ne connaissez pas cet enchaînement secret de trucs qui vont vous permettre d'avoir ce que vous voulez. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement classique en copywriting. Donc là, on reprend une structure qui est très basique et on va comparer tout à l'heure au Scrambler de Bobby Rio pour voir un petit peu comment ça s'articule. Donc on revient là où on était. say I'm the average guy. I'm not charismatic. I'm not rich. Maybe I don't think I'm that attractive. What would you tell me? For me, like I didn't get a lot of girls in high school. I went in the military. I was around guys for 4 years. No women wanted to date me. Like I've gone to the bar, got Voilà, et là on part du coup sur le classique, hein, la story du héros, hein, le Hero's Journey, le truc hyper classique, c'est vieux comme le monde, hein, c'est ce truc-là, vous avez la situation initiale, ouais j'arrivais à rien, j'étais un pauvre type, etc. Et puis en fait j'ai découvert X, Y, Z et ça m'a permis de devenir le super-héros, et aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous pouvez faire pareil. Donc ça c'est un truc qui est très très puissant, hein, qui marche du coup à chaque fois et qui est très très utilisé encore une fois, sauf que ici on a encore un autre problème, hein, c'est que la structure est horriblement mauvaise. Horriblement mauvaise. Le truc le plus important quand vous faites un argumentaire de vente, quand vous faites que ce soit du copywriting ou de la rhétorique ou peu importe, quand vous faites un discours à visée argumentative, le premier focus, ça doit être toujours la clarté. C'est ce que je vous disais dans la vidéo d'analyse du webinaire qu'on avait fait avec Romain SEO, quand on parlait de cette fameuse jauge de confusion et du fait que tout ce que vous dites va faire monter plus ou moins la jauge de confusion et vous ne voulez surtout pas
arriver au point où le prospect ne comprend rien parce que la confusion, c'est quelque chose qui prend énormément de ressources cognitives et c'est quelque chose qui va distraire énormément le prospect de ce que vous avez à lui dire. Et ce n'est pas possible d'être persuasif si vous n'êtes pas clair. Donc avant de penser à des techniques de marketing, des techniques de copywriting, des techniques de persuasion ou quoi que ce soit d'autre, il va falloir s'assurer que le message est clair. Il vaut mieux un message clair et avec des techniques un peu bancales, pas très bien amenées, que l'intérieur entre guillemets de la structure soit pas très bien dit, que ce soit pas très impactant, mais que au moins voilà, bon, on comprend ce que vous dites, plutôt que avoir des super exemples mais une structure qui veut rien dire. Et là, ce qui est génial en fait dans cette vidéo, c'est qu'en fait il y a aucun des deux. La structure est catastrophique, mais vous allez voir, catastrophique, ça ne fait que de dire un truc puis revenir en arrière. On s'attend à une structure linéaire et en fait on ne comprend rien à la structure, c'est absolument horrible. Je vais vous laisser vous rendre compte par vous-même, vite fait, à quel point la structure elle est mauvaise. Si on n'est pas concentré sur ce qu'il dit, on ne comprend pas l'arc narratif. Et donc encore une fois, si vous devez vous concentrer pour comprendre ce qu'il dit, c'est très très mauvais, parce que la plupart des gens ne vont pas faire cet effort-là et votre prospect cible ne va sûrement pas faire cet effort-là. Quand il a le choix entre soit devoir se concentrer pour comprendre ce que vous dites ou retourner sur TikTok ou YouTube Shorts, le choix il va être vite fait. Let's say I'm the average guy. I'm not charismatic. I'm not rich. Maybe I don't think I'm that attractive. What would you tell me? For me, like I didn't get a lot of girls in high school. I went in the military. I was around guys for 4 years. No women wanted to date me. Like I've gone to the bar, gotten nervous. Like I went up, talked to the girl. She rejected me. Like looked at me like a fucking piece of shit. So I've like seen that whole side of it, and I get it. You know, like I understand what it's like to want a girl and have women not want you. I had this epiphany in college. I was the same guy that I was in the military, and nothing had changed. But I realized once I triggered women to chase me, all of my flaws disappeared. When you're chasing something, you're not thinking about, do I want this? You're thinking about, how do I get this? And when you're thinking about how do you get something, you're not qualifying it, right? The moment I fucking hit on you and I tell you how great you are and how pretty your eyes are, whatever bullshit that I tell you, you're looking at me from the perspective of, do I want this guy? Is he good enough? Like, what's wrong with him? It's kind of the same way as if you go to a house and a house is for sale. Okay, I want an inspection. I want to make sure I don't make a bad purchase. Versus if you're at an auction and 20 motherfuckers are bidding on this house and you really like it, you're not thinking about what's wrong with the house. You're like, how do I beat these other 20 guys to get it? Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est brouillon, on passe du coq à l'âne, il y a pas de lien logique dans la structure. Et là, en plus, là, si on veut rentrer un peu quand même dans le détail micro, il essaye de démontrer le côté où quand vous êtes dans la position de la personne qui se fait courir après, forcément, votre valeur perçue est plus haute et donc vous avez moins de problèmes. Donc là, il essaie de donner un exemple pour démontrer ça. Et l'exemple qu'il prend, il est très mauvais pour deux raisons. De la manière dont c'est amené, il y a un changement de sujet grammatical dans la phrase qui déjà n'est pas intuitif. Dans l'exemple, en fait, la personne qui visite la maison, c'est la femme et vous êtes la maison. Dans cet exemple-là, c'est pour montrer un petit peu pourquoi, quand une femme vous court après, vous avez plus de valeur à ses yeux. Et donc, il prend cet exemple où, en fait, dans l'exemple, la femme, c'est l'acheteur potentiel et vous, en tant qu'homme, vous êtes la maison, c'est-à-dire vous êtes le prix. Donc déjà, le changement sémantique n'est pas évident parce qu'on passe d'un vous où on parle de vous au vous où en fait on parle de la fille. Et le deuxième problème, c'est que cet exemple-là, il est en train de parler à un prospect cible dont le problème, c'est qu'il n'arrive pas à obtenir d'attention féminine. Et ce qu'il lui dit, c'est beaucoup plus facile d'obtenir de l'attention féminine quand vous avez déjà 20 autres meufs qui vous courent après. Mais le problème du prospect, déjà en premier lieu, c'est qu'il n'arrive pas à avoir d'attention féminine. Donc on peut pas lui dire que ce sera plus facile quand tu auras déjà 20 meufs qui te courent après. C'est un argument qui est très maladroit. Si on veut caricaturer, c'est un petit peu comme si je vous disais, vous voulez devenir riche, mais vous n'avez qu'à investir 10 millions d'euros sur le S&P 500. C'est un peu ce genre d'argument qui est presque circulaire, mais l'illustration est très mauvaise. Parce que sémantiquement et parce que ça peut être pris du mauvais côté. When you trigger women to chase you, the whole perception changes, right? And so whether you're a short guy, whether you're a fat guy, whether you're a broke guy, like all these things disappear if the woman is in pursuit. Something can't chase you if you're chasing it. Were you ever scared to approach girls? Yeah, when I was in high school, I was like scared shitless. Voilà, et là vous voyez un petit peu la structure qui revient en arrière. C'est-à-dire qu'il a déjà parlé de ça. Il a déjà parlé de la situation initiale, de dire ouais avant j'y arrivais pas, nanana, j'étais un loser, j'arrivais pas, blablabla. Et ensuite il est déjà parti sur le côté solution, etc. Et là il revient encore sur la situation initiale. Vous voyez que la structure, elle est décousue, qu'elle en peut plus, c'est une catastrophe. To talk to hot girls. It was one of those things where like me and my buddies would be like, oh, you gonna go talk to. Bon, je vais pas commenter le jeu d'acteur, c'est pas le but ici, mais bon, j'en pense pas moins. No, you go talk to her, you know, it's like then you go up and you get rejected and then all your friends laugh at you. I think that's a very common thing. You get nervous going up to a hot girl and talking to her like if you don't have a lot of experience. And also if you think she's out of your league and then you approach in the wrong way
and then you encourage rejection by your bad approach. So I think it really depends on your perspective. And my perspective when I was younger was fuck, like I don't want to get rejected. Was there a girl that you really wanted that you couldn't get? There was a lot of girls that I really wanted that I couldn't get. Et encore. I would say C'est-à-dire que ça continue sur le même every truc. girl from like junior high to the military that I found attractive was a girl that I wanted that I couldn't get. You know, I had posters of girls on the wall. I thought about what it would be like to have a hot girlfriend. I would see these people in relationships and just not understand why women didn't like me. It was something I struggled with. One that stands out is I was in 11th grade and I'd finally gotten a date with a hot girl. And I told my friends about it, I told my parents about it. We're gonna go to prom. My dad's cheap ass didn't want to buy me a suit, so he gave me his suit, which, I mean, the guy's 6'1", I'm 5'9". And it was like 4 inches too long. I'm walking out there with this fucking clown suit. I'm ready to go on this date to prom with this girl. And she canceled. And so I didn't know what to do. I was embarrassed. I didn't want to tell my parents. And so I just put on the suit and I got in my car and drove off, and I like sat in a parking lot for 2 hours just feeling like a fucking loser and a failure. Bon, et là, il raconte sa vie. Il prend 3 heures. Hein, on a encore ce truc où la structure est mauvaise. C'est-à-dire qu'au niveau macro et au niveau micro, c'est très très mauvais. L'histoire est hyper longue. Là, il prend au moins 45 secondes, voire 1 minute, à raconter cette histoire-là. De voilà, ouais, en fait, il y avait une meuf qui voulait venir au bal avec moi, et puis en fait après, elle m'a mis un râteau, et du coup, machin. Mais ouais, mais ça tient en une phrase, quoi. C'est aussi le but quand vous faites une VSL ou quand vous faites du copywriting ou peu importe, c'est d'exprimer beaucoup en très peu de temps. C'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire. Et ça, on va regarder un petit peu. Je vais juste aller chercher la vidéo du Scrambler et on va comparer avec le truc de Bobby Rio. Voilà, alors, ok. On va comparer du coup avec Bobby Rio. Donc déjà, vous voyez tout de suite la différence, hein, parce que rappelez-vous que tout ce qu'on a dit déjà là, c'est-à-dire que toutes les critiques qu'on fait là sur l'argumentaire de Bilzerian, en plus, s'inscrivent dans le contexte où il a déjà pas commencé par répondre à l'objection de base au début. Il y a une phrase vers la fin de la vidéo où il dit qu'il a commencé à séduire avant d'être riche et avant d'être connu. Mais c'est une phrase, et c'est à la fin de la vidéo. Donc là, déjà, on est à quasiment 5 minutes de vidéo, on est à 4 minutes 30, et il n'a pas répondu à l'objection la plus importante, qui est la seule objection presque que tout le monde a en tête en fait. Tout le reste, on s'en fout. Et donc, l'argumentaire est d'autant plus nul que les gens sont obsédés par quelque chose auquel vous n'avez pas répondu. C'est un peu comme essayer, encore une fois, voyez un argumentaire comme une démonstration logico-émotionnelle. C'est encore une fois ce qu'on avait dit dans la vidéo d'analyse du webinaire. C'est une démonstration logico-émotionnelle dans laquelle chacune des étapes doit faire sens vis-à-vis de la précédente. Si vous loupez une étape, c'est-à-dire qu'il y a une étape qui n'est pas claire ou que vous avez oublié d'adresser une objection, les gens ne vont pas écouter ce que vous dites après, en fait, parce qu'ils vont rester bloqués là-dessus. S'il y a un truc où ils disent « mais attends, mais ça n'a pas de sens, là », ou « je comprends pas », ou alors « oui, mais attends, oui, mais », objection, ils vont juste pas écouter la suite puisqu'ils restent bloqués à l'étape 1 ou à l'étape 2 ou à l'étape où vous avez loupé quelque chose. C'est comme une chaîne. Une argumentation, c'est une chaîne argumentative où s'il y a une objection ou quelque chose qu'ils ne comprennent pas, il y a un maillon qui saute. Et s'il y a un maillon qui saute, peu importe le reste de la chaîne, c'est fini, c'est trop tard. Vous avez déjà brisé la jauge de confusion, vous avez déjà brisé la chaîne argumentative. Les gens n'ont pas compris. Si on n'a pas compris une étape du raisonnement, on ne peut pas comprendre la suite. Donc la suite est d'autant plus nulle que vous n'avez pas répondu à un truc. Donc là, il y a une objection majeure, énorme, qui est littéralement le premier maillon de la chaîne qui a été complètement négligé. Donc forcément, tout le reste est d'autant plus mauvais. Donc regardez encore une fois le truc avec Bobby Rio. Vous voyez la différence ici. Alors, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'elle était déjà très très longue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en deux. Donc il y aura une deuxième partie à cette vidéo dans laquelle on va aller analyser la structure de la vidéo de Bobby Rio, donc le Scrambler, qui est une VSL qui a fait des millions et des millions en call depuis plusieurs années. Donc c'est un très très bon exemple de copywriting qui est intéressant à étudier. Et on va également expliciter et mettre sur papier la structure de la vidéo de Dan Bilzerian. Et comme ça, on va pouvoir comparer les deux. Et vous allez voir que ça saute aux yeux la différence entre une bonne structure de storytelling en copywriting et une très mauvaise structure de storytelling. Donc c'est une vidéo qui sera un peu technique, mais si vous êtes intéressé par le copywriting et par l'infoproduit de manière générale dans le business, c'est une vidéo qui sera très 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 intéressante et que je vous encourage très fortement à aller
aller voir. Donc pour ceux que ça intéresse, il y aura un lien en description sur lequel vous pouvez me laisser votre email et je vous enverrai directement la deuxième partie de la vidéo. Je tiens également à préciser que je ne vais pas vous harceler d'emails, hein, j'en envoie assez rarement et le peu d'emails que j'envoie, c'est des emails qui contiennent beaucoup de valeur quand j'ai quelque chose d'intéressant à vous partager. Bon, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse et peut-être si vous avez des questions ou des suggestions pour des prochains sujets de vidéo, je lirai tous les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.